Aujourd'hui sur Media Moula, le podcast qui explore le futur des médias sous l'angle de la monétisation et de la croissance, nous allons parler de l'affiliation comme alternative aux GAFAM. J'ai le plaisir de recevoir comme invité Nicolas Noche de la plateforme d'affiliation TradeDoubler. Salut Nicolas, merci beaucoup de Salut, participer à ce podcast. Comment tu vas? merci Ronan, ça va très bien, merci, je te remercie pour l'invitation. Bah écoute, je vais commencer par la question de base, petite présentation. Oui, qui suis-je? Voilà exactement. Euh, Bah écoute, moi donc je suis bon, Nicolas Noche, hein, tu l'as dit, de la plateforme TradeDoubler aujourd'hui, je suis country manager depuis le mois de mars, donc c'est assez récent. J'ai fait une grande partie de ma carrière dans l'affiliation, puisque je suis tombé dedans, on peut dire, au milieu des années 2000. Ça remonte un petit peu, donc j'ai vraiment accompagné, on va dire, un peu la croissance de l'industrie avec d'autres confrères du marché que tu as pu recevoir aussi d'ailleurs dans les précédents épisodes. Et voilà, donc j'ai terminé ma précédente carrière dans une autre plateforme d'affiliation en janvier 2023. Et puis j'ai rejoint donc TradeDoubler au poste de country manager cette année pour, voilà, pour continuer la belle aventure de TradeDoubler qui va fêter cette année ses 25 ans. Je crois que c'est la première plateforme à fêter ses 25 ans. Donc c'est assez émouvant. Plateforme historique, effectivement. Ouais. Plateforme qui est d'origine suédoise, il me semble. C'est ça, Ok, exactement, qui a été fondé par des Suédois et un des fondateurs est la personne qui a fondé également Spotify derrière. Donc, très bien. voilà, très beau, Ok, très belle belle histoire. aventure. Belle Belle aventure, ouais. aventure. On va présenter TradeDoubler un peu plus tard, notamment Mhm. vos différents services. La thématique principale de cet épisode, c'est vraiment quand on a bossé sur ce podcast ensemble, c'était vraiment de comprendre si l'affiliation peut offrir une alternative pertinente aux annonceurs aujourd'hui, qui sont plutôt enclins à dépenser leur budget sur les offres des Google, des Meta, des Facebook, Facebook, Instagram, TikTok, qui captent forcément la plus grosse part des investissements publicitaires. Alors, on rentre directement dans le sujet. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? GAFAM versus affiliation round one. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, oui, non, honnêtement, je suis pas certain qu'on puisse opposer les deux, ou ni même que ça ait vraiment vraiment un sens tellement le combat est démesuré. C'est un peu David contre Goliath quand même, mais il y a plus que de l'opposition. Moi, j'y vois et j'ai toujours vu en fait de la complémentarité, puisque les euh, les 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 objectifs en fait des annonceurs diffèrent selon qu'ils vont utiliser les GAFAM ou du marketing d'affiliation ou de partenariat, puisque aujourd'hui ça a quand même pas mal évolué vers du partenariat au sens large. Et ce qui réunit un petit peu tous ces différents partenaires dans l'affiliation, c'est essentiellement le modèle économique qui est donc à la performance, hein. Je rappelle que la principale valeur du marketing d'affiliation, c'est de permettre aux annonceurs de rémunérer des éditeurs sur la base du chiffre d'affaires que ces éditeurs génèrent pour l'annonceur. Et ça, c'est une valeur qui n'est pas réellement offerte aujourd'hui par les GAFAM, qui ont une audience en fait tellement large et des possibilités marketing et publicitaires qui vont bien au-delà de la simple performance ou génération de chiffre d'affaires. Et la plupart des annonceurs les utilisent pour, alors bien évidemment, hein, une partie pour faire des ventes et du chiffre d'affaires, mais également pour faire du trafic, pour faire de la visibilité, pour aller toucher des audiences particulières, etc. Donc, moi, je dirais que c'est surtout complémentaire. Aujourd'hui, le levier affiliation, il est un petit peu comme pour les GAFAM, c'est là qu'on se rejoint un petit peu, utilisé par l'immense majorité des marques. Hein. L'immense majorité des marques aujourd'hui a un programme d'affiliation ou une gestion de partenariat en direct sur un modèle à la performance.
et ça cohabite en fait avec Google, ça cohabite avec le social media. Parfois, ça s'overlap un petit peu, puisque on le verra peut-être un peu plus tard, mais certaines typologies d'éditeurs qu'on retrouve en affiliation enfin, travaillent leur présence sur les réseaux sociaux et sur Google pour faire leur propre acquisition de trafic, la travailler un petit peu pour prendre des gens qui sont à la base des prospects et puis les emmener justement vers la transformation sur des sites d'annonceurs. Donc on est en fait beaucoup plus complémentaires qu'on ne peut le penser. Maintenant, là où ça a un intérêt pour un annonceur quand même de diversifier son mix marketing en ajoutant le canal affiliation s'il ne l'a pas déjà fait, c'est d'une part de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est un peu trivial comme expression, mais bon, c'est vraiment la réalité. Les GAFAM, ils sont pas nombreux, ils concentrent une grosse partie du budget. C'est toujours bien de pouvoir ventiler un petit peu son mix marketing et puis son budget pour éviter, si jamais Google décide d'augmenter ses prix d'un coup ou que les prix augmentent parce qu'il y a beaucoup d'enchères sur un mot-clé spécifique, d'avoir en fait un autre levier qui lui est intéressant grâce à sa maîtrise budgétaire, dans le sens où, comme les annonceurs ne payent que lorsqu'ils ont du chiffre d'affaires qui est généré, évidemment leur ROI est bien meilleur que sur les autres leviers, quoi. Alors bien évidemment, la question GAFAM versus affiliation était provoque, mais en fait pas tellement, parce que j'ai reçu dans un épisode Romain Leglev de NordVPN, et il expliquait également dans un post LinkedIn que pour eux, l'affiliation, le marketing à la performance, était le premier levier d'acquisition pour leur business. Donc je pense que dans certains cas, pour certains annonceurs, ça a du sens peut-être de faire passer le marketing à la perf et l'affiliation en premier, mais c'est quand même, je pense que c'est quand même très spécifique à certains secteurs et à certains annonceurs. Oui, t'as tout à fait raison. Et on va dire sur un créneau, un secteur d'activité vraiment très spécifique. D'une part, l'autre point que peut-être peu de gens savent, c'est que Romain est un immense expert du marketing d'affiliation. Donc évidemment, il peut gérer en fait et atteindre des performances avec son programme d'affiliation que on va dire tout à chacun pourrait vraisemblablement pas atteindre, quoi. Donc il y a quand même ces deux éléments là qui font que c'est plutôt particulier chez NordVPN. Non, en règle générale, si on parle alors ça va dépendre évidemment du niveau de maturité des annonceurs, ça va dépendre également du nombre de leviers qui sont marketing, qui sont activés chez les annonceurs, donc par voie de conséquence des différents objectifs qu'ils souhaitent atteindre. Mais en ventilation budgétaire, la ligne affiliation peut représenter 30%, entre 20, 25, 30, parfois 35%, parfois 40% des budgets. Évidemment, plus l'annonceur est héroïste et va viser une grande maîtrise de son coût d'acquisition et vraiment focus en fait sur ses volumes de vente et son volume de chiffre d'affaires généré, plus il va avoir tendance à mettre du budget dans sa ventilation budgétaire, à mettre du budget sur le marketing et la performance, bien sûr. En tant que plateforme d'affiliation, tu as dit que aujourd'hui, il y a peu de marques qui finalement ne font pas d'affiliation. Donc finalement, vous n'avez pas beaucoup de mal à convaincre des e-commerçants de lancer des programmes. C'est pas vraiment un frein pour votre développement. Aujourd'hui, ils perçoivent vraiment l'intérêt de l'affiliation. Ils sont pas full-in dans finalement les Google, les Meta, etc. Non, c'est toujours bon, ça va en faire hurler certains, mais non, c'est toujours aussi facile de convaincre les gens que c'est bien de payer pour du chiffre d'affaires généré en plus, quoi. Ça, c'est vrai que c'est on va dire une des facilités du marketing d'affiliation quand on parle de vendre, hein, tout simplement. Maintenant, les plus grandes difficultés auxquelles on fait face sont essentiellement liées en fait à l'explication vraiment à l'information, hein, des annonceurs.
Certains sont vraiment, enfin, se lancent en fait en affiliation, ils connaissent très peu le levier. Il y a quand même encore pas mal de préjugés sur l'affiliation. Euh, on est parfois attendu sur une full automatisation, par exemple, puisque aujourd'hui tout ce qui est console Google, tout ce qui est console Facebook, etc., c'est très très automatisé. C'est vrai qu'un annonceur peut très très facilement lancer des dizaines de campagnes en même temps, suivre des centaines de mots-clés, etc. C'est vrai que donc l'affiliation a été attendue là-dessus à un moment donné, puisque c'était quand même nous, on parle de partenariat, donc on a toujours une personne qui parle à une autre personne, qui négocie un tarif, un emplacement, etc. Donc l'automatisation a tardé un petit peu sur notre industrie. Ces dernières années, les différents acteurs ont quand même bien rattrapé le retard et arrivent aujourd'hui à proposer des solutions qui vont de la plateforme, on va dire self-service, où un annonceur peut gérer en toute autonomie, avec un minimum de connaissances, un programme d'affiliation ou en tout cas quelques dizaines de partenariats avec des éditeurs, jusqu'à vraiment un service complètement managed, on va dire, comme une agence quasiment, qui va gérer des centaines, voire des milliers d'éditeurs pour le compte d'un annonceur. Donc là, on est beaucoup moins dans l'automatisation, parce qu'évidemment, ça prend énormément de temps d'aller conclure des deals et des négociations avec les différents éditeurs en fonction des temps forts, des saisonnalités, de la concurrence, etc. Évidemment. Mais c'est aujourd'hui possible. C'est possible pour quel type de programme de passer en automatisé ou même en marque blanche parce que vous proposez effectivement une solution de marque blanche avec TradeDoubler. Oui, alors ça, c'est intéressant comme point parce que ça a été une évolution lente, on va dire, un petit peu du marché, où vraiment au départ, sans refaire toute l'histoire, mais bon, au départ, les annonceurs passaient quasiment exclusivement par les plateformes d'affiliation pour faire leur marketing de partenariat. Et petit à petit, suivant la fameuse loi de Pareto où 80% du business est fait par 20% d'éditeurs, en gros, Mhm. il y a de plus en plus d'annonceurs qui se sont intéressés en fait à l'internalisation de la gestion de leurs partenaires premium. Voilà. Et les plateformes, les différents acteurs ont répondu plus ou moins rapidement à cette demande marché. D'abord en ouvrant ce qu'on peut appeler des programmes privés, donc c'est en gros comme des programmes publics, mais qui ne sont pas visibles par les éditeurs sur les plateformes traditionnelles, où l'annonceur peut gérer son top 5, son top 10, son top 15 et nouer en fait des relations privilégiées avec eux, faire les deals, etc. Nous, chez TradeDoubler, ça fait quelques années qu'on propose en fait une solution complètement marque blanche, mais qui s'entend vraiment comme une plateforme d'affiliation marque blanche pour les marques. Et quand je dis marque, ça peut être des annonceurs, ça peut être des agences, on a des clients éditeurs également qui vont gérer leur partenariat avec des annonceurs au travers de la technologie TradeDoubler. La principale différence, c'est que la plateforme internalisée chez TradeDoubler, c'est une plateforme basée sur le socle technologique de la plateforme d'affiliation TradeDoubler, qui est entièrement personnalisable aux couleurs d'un annonceur ou d'une marque, euh, mais qui a la particularité d'avoir le réseau publisher exclusif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur la plateforme d'affiliation marque blanche, les éditeurs que l'annonceur va mettre dessus ne sont pas partagés avec le bassin d'éditeurs présents sur la plateforme d'affiliation en question. Ça, c'est quand même pour moi, c'est capital dans la mesure où un annonceur qui vient utiliser une techno marque blanche, bien évidemment, il va pouvoir avoir un certain nombre d'éditeurs ou de top éditeurs qu'on va retrouver dans les réseaux traditionnels d'affiliation, bien sûr, mais il y a un certain nombre de partenaires qu'il va avoir lui en direct, euh, qu'il n'a pas envie de partager avec ses concurrents, tout D'accord. simplement. Et donc, avec la technologie marque blanche de TradeDoubler, on parle vraiment d'une plateforme d'affiliation annonceur ou marque, quoi, Mhm. qui est vraiment dédiée avec son propre réseau d'éditeurs. Voilà. Et ça, c'est une demande qui est de plus en plus forte au cours des dernières années. Un grand nombre. Alors, ça s'adresse principalement et historiquement aux grands comptes,
hein, aux annonceurs ou aux éditeurs ou aux agences qui avaient un gros volume de business et qui avaient donc des ressources en interne pour pouvoir gérer des partenariats directs au travers d'une technologie. Mais on a aussi maintenant de plus en plus d'acteurs plus petits, hein, mid-tel, on va dire, donc en gros des PME, hein, qui veulent gérer, pareil, leur parc éditeur. Donc on parle en général d'une quinzaine ou une vingtaine d'éditeurs, mais ils veulent un outil puissant qui permette de traquer la conversion, qui permette de remonter le chiffre d'affaires, qui permette d'avoir toute la finesse et la granularité que peuvent offrir les différentes plateformes d'affiliation, à savoir du tracking par produit, pouvoir remonter des codes promo dans le tracking, etc., etc. Enfin, tout ce que des technos plus audience, analytics, etc. ne permettent pas vraiment de faire. Et est-ce que c'est pas un... Finalement, tu offres la possibilité aux annonceurs ou même aux éditeurs, comme tu l'as expliqué, d'utiliser votre techno. Est-ce que tu penses que dans les prochaines années, il y aura, avec les équipes internes des annonceurs qui vont prendre en maturité et en compétence sur la gestion de l'affiliation, est-ce que tu penses globalement, encore une question provoque, mais que les plateformes d'affiliation vont disparaître pour fournir uniquement de la marque blanche, ou il y aura toujours ce besoin d'accompagnement Alors, en fait, moi, je pense que la question est moins sur le besoin d'accompagnement, qui pourrait en réalité être fourni par des agences, des consultants, pas forcément par les plateformes d'affiliation en réalité, euh, que sur la capacité d'attraction et d'innovation d'une plateforme d'affiliation. D'accord. Puisque une plateforme d'affiliation, c'est avant tout une technologie que l'acteur fait évoluer en fait Mhm. continuellement, met à jour, que ce soit en termes enfin pour s'adapter aux législations, pour s'adapter à des changements techno, pour s'adapter, enfin pour intégrer de nouvelles typologies d'éditeurs qui arrivent. Donc c'est vraiment une source à la fois de fiabilité techno, on va dire. Euh, donc un annonceur ne pourrait pas maintenir un système puissant de tracking, ça lui coûterait les yeux de la tête, je veux dire. Et puis ça mobiliserait des équipes techniques, etc. Enfin, bon, c'est clairement pas leur métier. Euh, donc il y aura toujours besoin de ce socle technologique et du fait que, comme je le disais, les plateformes aujourd'hui d'affiliation, les réseaux d'affiliation, en fait, concentrent et attirent les nouvelles technologies qui savent qu'elles vont trouver au sein d'un même acteur un grand nombre de marques et d'annonceurs à relayer. Donc c'est pas du tout la même conception que un nouvel annonceur n'irait pas voir, enfin un nouvel éditeur techno typiquement qui arriverait sur le marché avec une super techno d'IA, typiquement, il va pas aller voir chaque annonceur comme ça qui l'intéresse en gré à gré sur tous les marchés, dans tous les pays, etc. En fait, c'est beaucoup plus simple pour lui de se brancher sur les acteurs plateformes parce que ça va concentrer Mhm. tous les annonceurs, toutes les marques à un seul et même endroit, quoi. Et donc, ce pouvoir d'innovation, il est essentiel dans les plateformes d'affiliation, dans les réseaux. Et c'est vraiment ce qui, à mes yeux, c'est ce qui fait vraiment la force des plateformes, plus que finalement l'accompagnement, où évidemment, aujourd'hui, on n'en est pas encore là, et les annonceurs, beaucoup d'annonceurs recherchent en fait une qualité d'accompagnement euh, euh, élevée, hein, enfin, en tout cas qui colle à leurs besoins. Donc ils ont ce besoin de service et d'accompagnement, mais la partie innovation et ce que peut apporter la plateforme d'affiliation en termes de nouveaux éditeurs, de nouvelles typologies et donc de gens qui sont en capacité à faire croître leur business de manière innovante est pour moi essentiel. Et justement, quelles sont les innovations dont les annonceurs et les éditeurs sont friands là sur ces derniers mois, sur ces dernières années? Ce que vous avez pu fournir comme innovation par rapport au tracking, par rapport ouais, surtout le tracking, je pense que c'est déjà un gros sujet. Ouais, le tracking, c'est un gros sujet. Je sais pas si c'est le plus passionnant en fait, parce que c'est de la tech. Pardon. Mais oui, bon, évidemment, le tracking des plateformes d'affiliation, a évolué, c'est mis à jour au gré des nouvelles réglementations, enfin, e-privacy, RGPD, mais ça commence à dater déjà depuis un petit moment. Il y a eu ensuite toutes les menaces sur le cookie tiers, avec le récent revirement de Google qui finalement a laissé tomber
l'abandon des cookies tiers. Mais bon, donc toutes les plateformes c'était de toute façon déjà équipées de tracking first party, de serveur to serveur, de cross device tracking. Enfin, il faut bien voir que quand on parle de tracking et de mesure, les plateformes d'affiliation, c'est ce qui se fait de mieux. Pour une Mhm. simple raison, c'est que l'entièreté du business économique du marketing de partenariat s'appuie en fait sur la capacité de ces acteurs-là à mesurer précisément la transformation d'un visiteur au chiffre d'affaires qu'il aura généré chez tel et tel marchand, quel que soit le canal, quel que soit le device, etc. Donc, ces acteurs, enfin les plateformes d'affiliation, les réseaux en l'occurrence, ont, euh, ont les gens, la technique, qui savent exactement comment mesurer et traquer le plus finement possible, évidemment, euh, ces événements, quoi. Et donc ça, c'est une première chose. Donc ce sont des innovations qui sont, on va dire, peu ou prou invisibles hein, pour les annonceurs et pour les éditeurs. Il y a régulièrement des communications qui partent de la part des réseaux pour dire on a updaté le tracking, s'il vous plaît, messieurs les annonceurs, mettez le nouveau tracking en place et plutôt rapidement que pas rapidement. Donc il y a pas mal de communications qui partent, mais la réalité, c'est vrai que quand on discute entre plateformes éditeurs, plateformes annonceurs, annonceurs éditeurs, etc. Le sujet du tracking est pas le premier sur la table. C'est Pourtant, c'est un aspect, enfin, c'est c'est important, hein. essentiel. C'est Ouais, ouais. essentiel, ouais. Ouais, ouais, je suis Bon. d'accord. Après, c'est Donc, peut-être les éditeurs qui sont très aussi, qui sont en recherche de tracking plus fin. Les hmm, éditeurs qui vont vraiment faire beaucoup de chiffres, des volumes importants, c'est essentiel. J'avais Affilize, euh, c'était quand la semaine dernière, je crois, sur le podcast. Et effectivement, c'est pour les éditeurs, c'est une solution comme Affilize qui permet vraiment de savoir en détail quel produit rapporte combien, le EPC, etc. hmm. C'est essentiel. Et c'est vrai que c'est pas un sujet qui, enfin, c'est pas un sujet très très sexy, mais c'est vrai que c'est C'est là-dessus, important. c'est ouais, c'est super Bah, important c'est effectivement. indispensable. Oui, oui, Mm. la solution proposée par Affilize, typiquement pour les éditeurs, c'est vraiment canon parce que ça leur permet vraiment de concentrer en fait sous un seul dashboard, une seule plateforme en fait l'entièreté de leurs activités au travers des différents réseaux et donc de Mm. pouvoir rapidement voir, mesurer, optimiser leur diffusion et donc être encore plus performant pour les programmes Mhm. d'affiliation et donc qui dit plus performant dit aussi plus rentable. Hein Bien de leur sûr. côté. Ah ouais. Avant de Ça, passer au, ouais. ouais, excuse-moi, je t'en prie. Non, non, non. Je te disais, tu me posais la question des innovations et donc on a pris le chemin du tracking qui est effectivement pas le plus sexy, mais il y a eu beaucoup d'autres innovations. Il y a eu toute l'intégration et l'utilisation des réseaux sociaux par les éditeurs. Qui a donné lieu à de la diffusion maintenant en live shopping sur Google, par exemple, avec des gens comme Frandroid, avec qui on fait parfois des opérations de live shopping pour certains marchands et qui donc ça, c'est vraiment des modes de diffusion Mhm. qui ont vraiment changé. Le content to commerce aussi est arrivé et a quand même pas mal bousculé un petit peu le paysage de l'édito, de l'éditoriat de contenu, on va dire. Ce content to commerce qui maintenant se voit optimisé par l'utilisation de certains outils d'IA pour optimiser en fait non pas tellement la qualité, mais la production même du contenu pour certains éditeurs. Donc il se passe beaucoup de choses côté éditeur hein, en affiliation. C'est vraiment là que fourmillent un petit peu toutes les bonnes idées et les innovations de demain, quoi. Est-ce que tu peux donner un peu plus de détails sur l'innovation et l'IA, comment les affiliés, les éditeurs l'utilisent? Qu'est-ce que tu vois passer? Parce que Mhm. pour l'instant, moi, on parle beaucoup de l'IA, mais concrètement, enfin, si j'ai découvert un truc aux États-Unis qui était super intéressant, bon, je le mettrai en description. Mais Ouais. qu'est-ce que tu vois passer aujourd'hui sur le marché français d'intéressant, d'applications concrètes de l'IA pour les publishers? Ouais, alors, écoute, t'as tout à fait raison. Hein. Je pense que on est quand même au début hein, de l'utilisation, on va dire industrielle. On est plutôt encore dans les tests ou
etc. Côté éditeur. Moi, j'ai trois exemples qui me viennent en tête. Euh, le premier, c'est l'utilisation de l'IA par des éditeurs ou des solutions techno dits éditeurs qui vont pouvoir aider des créateurs de contenu sur toute la partie visuelle, donc typiquement des technos avec lesquels on peut travailler chez TradeDoubler, qui vont aider des influenceurs sur la base d'un flux produit à générer en fait automatiquement par IA. Donc ça va utiliser DALL-E tout simplement, hein, d'aller générer en fait des mises en situation de produits à l'intérieur d'un visuel qui va correspondre à l'univers de l'influenceur en question. Donc ça, très concrètement, ça va aider l'influenceur, ça va lui faire gagner du temps dans sa production de contenu sur la base d'un flux produit marchand. Donc ça c'est déjà live. Enfin, c'est déjà existant. Ensuite, j'ai un autre exemple qui me vient en tête, mais qui est peut-être un petit peu plus, on va dire, back-office, qui est pas trop visible, mais qui me semble extrêmement intéressant. C'est pour des éditeurs de contenu, euh, donc justement, hein, qui font du content to commerce, typiquement sur des programmes en affiliation. Ça va être l'utilisation de l'IA, non pas pour rédiger des articles, parce que ça se fait aussi, mais autant je vois l'intérêt pour de la production de contenu de masse quand on est sur des modèles économiques à la visibilité, enfin au CPM. Voilà, je comprends qu'on ait besoin d'avoir du contenu à foison. Autant pour adapter à l'affiliation, ça ne marche pas du tout, puisqu'il nous faut, il faut quand même une qualité éditoriale. Il faut que l'internaute comprenne ce qui est écrit et que ça lui donne envie d'aller découvrir un produit, voire de l'acheter, etc. Donc il faut vraiment aujourd'hui, il faut de l'humain pour écrire ça. Donc c'est pas tellement pour la production des articles, mais c'est plutôt pour la relecture des articles ou pour la réalisation de résumés de ces articles. C'est des choses qui sont aussi possibles. Donc on a certains éditeurs qui ont donc des équipes éditoriales, de journalistes qui vont parler de produits pour faire du content to commerce et qui, une fois l'article réalisé, vont le faire relire par l'IA. Donc déjà, d'une part, pour que l'IA optimise un petit peu le contenu, et d'autre part pour faire des résumés beaucoup plus digestes qui vont pouvoir être diffusés plus facilement sur soit des réseaux sociaux, soit directement sur le site, parce que effectivement on a toi et moi par exemple, on sait ce que c'est que des AirPods. On peut quand même être intéressé par un article sur des AirPods, mais on n'a peut-être pas envie de lire 25 000 caractères et en fait le résumé nous suffit. Donc typiquement, ça ce sont des utilisations de l'IA pour les éditeurs qui sont aujourd'hui actives. Ensuite, il y a de l'utilisation de l'IA côté plateforme. Là, ça va plutôt servir à remplacer, c'est un grand mot, mais à optimiser le travail des gestionnaires de compte, des account managers, pour sortir de la data. Là où hier, c'était des account managers ou des équipes en fait data qui faisaient mouliner toutes les data plateformes pour pouvoir sortir on va dire des benchmarks par secteur d'activité, pour pouvoir faire des recommandations sur les meilleures rémunérations pour des éditeurs par levier, etc. Il y a maintenant l'aide. Alors, c'est pas vraiment de l'IA, on est encore plutôt sur des modèles algorithmiques, quoi. Hein, c'est quand même de la machine qui tourne et qui se nourrit de toute la data, de tous les programmes, etc., pour pouvoir produire des recommandations personnalisées par annonceur dans l'utilisation des plateformes en self-service dont on parlait tout à l'heure. Très bien. Est-ce que tu encourages tes équipes à utiliser l'IA au quotidien, même sur des initiatives professionnelles, mais appliquées à chaque poste? Alors aujourd'hui, ça va te sembler un peu trivial, je pense, mais la principale utilisation de l'IA chez TradeDoubler, ça va concerner le check orthographique des correspondances. Ça va être utilisé pour les contrats, hein, tout simplement. Donc pour tout ce qui est documentation contractuelle, juridique, etc. Ça va servir pour tout ce qui est traduction, puisque nous, on est présent dans 15 pays. Donc tout le monde ne parle pas anglais hein, dans tous les pays. Donc, l'utilisation de l'IA, là, nous est très utile. Donc, soit via ChatGPT pour les traductions de l'email, soit directement par Teams qui propose maintenant des fonctionnalités de transcript et de traduction.
Donc c'est essentiellement là-dessus. Il y a également la vérification de certains éléments créatifs envoyés par les annonceurs. Donc typiquement, tu sais, pour les campagnes d'emailing, Mhm. on reçoit des kits emails de la part d'annonceurs ou d'agences. Ces kits emails sont relus, on va dire, ou scannés automatiquement par des outils d'IA qui vont pouvoir corriger les petites erreurs de code HTML essentiellement. Intéressant. Euh, donc ça, c'est vraiment les utilisations les plus courantes qu'on peut faire aujourd'hui de l'IA, quoi. Très clair. Tu as mentionné le content commerce. On en a beaucoup parlé au lancement de ce podcast puisque j'ai reçu Frandroid, enfin Humanoid avec Ouais, Clément Grandjean ok. et Clubic. Également Jean-François Ferraud qui est désormais chez Le Point et qui fait un travail assez phénoménal sur la partie shopping et content commerce. Mhm. Euh, Content commerce, ça fait quand même allez, 4-5 ans que c'est allez, 4 ans que c'est quand même bien établi. Là, Mhm. est-ce que tu dirais que on arrive à une certaine maturité du canal content commerce ou est-ce que tu vois des tendances intéressantes qu'on ne voyait pas il y a encore un an? Alors ça, c'est une très très bonne question. Euh, je pense qu'on est sur un plateau, mais qu'il y a encore de la croissance possible parce qu'il y a encore énormément de rédactions qui sont pas équipées de professionnels du marketing de la performance et donc qui n'ont pas les outils, on va dire, pour optimiser du contenu en vue de faire du content de commerce performant. Mhm. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on est sur un plateau. Selon moi, la raison, elle est double. D'une part, on a encore des rédactions qui ont à l'intérieur en fait des profils traditionnels, donc qui sont pas tournés ou qui connaissent peu le marketing à la perf, Mhm. euh, qui pensent que c'est insérer un code promo en bas d'un article ou de mettre un lien traqué qui renvoie vers une page marchande et puis c'est tout. Euh, et l'histoire nous a montré qu'en réalité, les modèles de content to commerce qui étaient les plus performants, c'était les modèles pour lesquels les rédactions de journalistes étaient parfaitement informées par les gens du marketing et qui étaient eux-mêmes bien au fait du marketing et de la performance. Et que c'est quand il y avait cette espèce d'alchimie qui se faisait côté rédaction qu'on avait des résultats performants. Donc aujourd'hui, pour te répondre très concrètement, beaucoup font du content to commerce, mais il n'y a pas beaucoup de performance. C'est vrai. Ok. Et les rares, et tu les as cités et tu les as reçus, donc je pense que c'est pas un hasard, mais les rares qui arrivent vraiment à avoir des performances très intéressantes pour les marques et les annonceurs euh, sont ceux qui ont un gros background affiliation et marketing à la perf, comme Jean-François, Hmm. euh, chez Le Point, comme Clément, comme d'autres. Hein, je pense aussi à Anissa chez Presse Citron. Enfin, il y Oui. a beaucoup de. Voilà, aujourd'hui, on a quand même il y a les numériques également qui ont aussi une très grosse compétence affiliation et marketing à la perf. Donc il y en a beaucoup, hein. Mais il pourrait y en avoir encore plus. Et ça, c'est malheureusement dû aussi au nombre limité de professionnels du marketing à la perf qu'il y a sur le marché, Hmm. parce qu'en réalité, ils sont pas nombreux, hein, ceux qui sont passés soit par des plateformes, soit par des postes à responsabilité sur l'affiliation. Et du coup, c'est vrai que ça court pas les rues et toutes les rédactions peuvent pas vraiment s'équiper de professionnels qui connaissent le sujet, quoi. Donc, ça peut prendre encore un peu de temps. Quand tu parles de rédaction, tu penses aux sites de presse généralistes, un peu comme Ouest France, Le Parisien, Le Point, encore une fois, ou tu parles même des sites thématiques? Même les sites thématiques, ouais. D'accord. Alors, effectivement, moins les sites thématiques parce qu'ils sont nativement sur le web et donc ils ont, on va dire, un historique, une appétence, une connaissance beaucoup plus poussée en fait des problématiques liées à la performance et à l'affiliation. C'est vrai que sur les médias plus traditionnels qui font, puis qui sont encore en cours de digitalisation hein, quelque part, on va dire. Enfin, bon, la digitalisation est faite, mais de monétisation Hmm. de leurs espaces digitaux. Euh, Là, c'est vrai que c'est plus lent, c'est un peu plus lent, ouais. D'accord.
C'est super intéressant ce constat parce que il existe effectivement des agences qui permettent d'outsourcer le contenu shopping. Mhm. Et donc, tu n'as pas besoin d'avoir une rédaction shopping au sein de tes équipes en tant qu'éditeur, en tant que média. Mhm. Mais d'après ce que je comprends, et tu peux me corriger bien évidemment si j'ai tort, mais d'après ce que je comprends, selon toi, c'est pas suffisant juste d'avoir le contenu. Il faut un professionnel qui puisse dire, OK, ce contenu, il va là. Voici comment l'optimiser, voici comment traquer les performances, etc. Ça va bien plus loin que juste, allez, ouais, on fait un encart shopping et on balance du contenu, quoi. Ouais, t'as tout à fait raison. Modulo le fait que bien souvent ces agences, elles hébergent eux quand même des professionnels qui savent, qui connaissent quand même tous ces aspects et qui ont également une vue sur les performances des différentes marques dans les différents réseaux et plateformes. D'accord. Donc ils sont quand même capables d'apporter ils sont quand même tout à fait capables d'apporter cet éclairage aux médias. Euh, Maintenant, ça reste quand même externalisé versus versus des équipes internalisées et avec la limite en fait d'un prestataire externe dessus. Donc c'est Mhm. bien évidemment déjà formidable que ça existe et en plus c'est très performant. Euh, Maintenant, est-ce que à terme ça peut vraiment remplacer la qualité éditoriale d'un média avec sa propre équipe de rédacteurs, Hmm. etc. Avec sa propre, ouais, avec son propre ton aussi, Son propre ton, exactement. l'authenticité de son contenu, et c'est ce qui C'est fait la ça. force d'un bon acteur, à mon Média. avis, qui veut pousser de l'affiliation dans ses contenus. Si l'internaute sent que il y a c'est déconnecté par rapport au contenu entre guillemets éditorial, ça casse la confiance, et je pense que Exactement. c'est très subjectif de dire ça. C'est pas quelque chose de concret, mais en fait, on le sent vraiment quand on lit un média et que il y a une recommandation de produit, on sent d'où ça vient, quoi. C'est assez particulier, mais je pense que c'est ce qui explique peut-être des résultats sur le court terme ou des résultats sur le long terme et qui vont crescendo et qui augmentent. C'est mon point de vue, mais je pense que si on veut vraiment bien faire le content commerce, il faut être prêt peut-être à se dire, ah bah on va pas avoir de résultats ou de retour sur investissement sur les enfin je dis un chiffre comme ça, mais sur les 6 premiers mois, parce qu'il y a une phase effectivement d'apprentissage, de mise en place et de coûts structurels qui font que c'est juste pas possible. Mais les retours sont super intéressants une fois que ça tourne et une fois que le média a capté le truc qui fait que ça va Ça va fonctionner. marcher, ouais. Ouais, ouais, t'as tout à fait raison. Bah, ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure sur l'utilisation de l'IA pour générer du contenu, Ouais. et où enfin, les internautes le sentent tout de suite. Et, euh, et autant encore une fois, autant de la recherche de notoriété, oui, sur du branding, ça peut avoir du sens parce que ça présente quand même une marque, ça présente quand même des produits. Autant sur la conversion, on sent Mmh. vraiment l'impact de l'utilisation par l'IA versus un professionnel, un journaliste. Parce que le ton n'est pas pareil, l'angle n'est pas pareil, la qualité rédactionnelle n'est pas identique évidemment. Mmh. Et comme ce sont des éléments qui sont comme tu dis, très subjectifs, mais à la fois aussi très légers, le problème, c'est que ça peut faire des grosses différences en termes de transfo, quoi. Bien sûr. Ouais. Hein. Sur du volume, ouais, effectivement. Exactement. Mmh. On parlait tout à l'heure des différents types de e-commerce avec enfin, qui utilisent l'affiliation comme canal d'acquisition. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur toute alors c'est un peu moins tendance en ce moment, mais on a eu en 2021, 2022 la grosse tendance des boîtes e-commerce D2C, direct to consumer, les DNVB également. Est-ce que l'affiliation est un modèle adapté pour ces e-commerce? Dans le sens où, encore une fois, pour qu'un programme fonctionne, il faut quand même un accompagnement et parfois sur des petits acteurs qui se lancent. Est-ce qu'une plateforme d'affiliation comme TradeDoubler a les moyens de mettre une équipe dédiée qui va vraiment arriver à booster le programme et à le dynamiser? C'est un peu ça ma question. Est-ce que finalement, on se rend compte que les ouais, pour qu'une plateforme s'y retrouve, il faut quand même que le programme génère pas mal de ventes. Donc pour un acteur qui est nouveau et qui se lance, est-ce que l'affiliation, ça a du sens finalement?
Oui, alors euh, je pense que le bon angle pour avoir une lecture claire en fait de ce point-là, c'est de revenir en fait aux besoins du client. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les gammes de services sont disponibles chez TradeDoubler, du Mhm. self-service où le client va pouvoir autogérer son programme d'affiliation, jusqu'au service, on va dire, d'accompagnement premium pour les clients qui ont besoin d'un énorme accompagnement. Donc, ils peuvent avoir besoin d'un énorme accompagnement pour plusieurs raisons. Soit parce que ce sont des très grosses marques et donc ils vont attirer énormément d'éditeurs et donc il faut beaucoup de ressources pour gérer tous ces deals et tous ses partenaires. Mais parfois, on a des très gros annonceurs qui ont des très grosses équipes internalisées et qui sont tout à fait à même de gérer quasiment en autonomie leur programme d'affiliation. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie très gros annonceurs. Et côté nouveaux entrants, c'est un petit peu la même logique. On va avoir des nouveaux entrants qui vont miser sur des équipes acquisition où il va y avoir en fait un contact ou deux contacts pour gérer les programmes d'affiliation. Donc, ils auront pas forcément besoin d'un accompagnement plateforme ou pas besoin d'un accompagnement poussé, on va dire, puisqu'ils gèrent leur programme en interne, en grande partie en interne. Et sur cette échelle, en fait, il peut y avoir des gens qui parfois ont besoin d'un gros accompagnement, parfois un petit peu moins en fonction de la saisonnalité, etc. Et donc tout l'enjeu, c'est d'avoir une transparence entre les annonceurs et les plateformes pour pouvoir calibrer en fait le niveau de service de sorte à ce qu'il soit à la fois efficace pour l'annonceur et à la fois évidemment rentable pour la plateforme. Euh, mais oui, des nouveaux entrants peuvent tout à fait soit gérer par des solutions self-service leur programme d'affiliation, s'ils ont les ressources en interne, soit déléguer la ressource à la plateforme selon différents modèles d'accompagnement qui vont d'un accompagnement à quelques heures par semaine à un accompagnement suivi au long cours. C'est vraiment en fonction des besoins de l'annonceur. Hein. Mais donc oui, ils peuvent. Enfin, tous les annonceurs, on va dire, toutes les marques peuvent avoir accès au marketing d'affiliation. Après, Mhm. toutes les marques ne peuvent pas avoir un programme d'affiliation qui génère 30% de leurs revenus. Bien Ça, sûr. euh, Mhm. ça c'est sûr et certain. Des annonceurs qui sont des marques qui s'adressent à des publics très niches, des marques qui s'adressent à des publics géolocalisés, enfin seulement sur tel ou tel secteur géographique. Enfin, voilà, il y a quand même beaucoup d'éléments qui peuvent qui contraignent un petit peu la taille maximale d'un programme d'affiliation. Mais certains annonceurs, certaines marques nous contactent pour ouvrir des programmes d'affiliation et limiter leur programme d'affiliation à une quinzaine d'éditeurs. D'accord. Il y en a quand même pas mal. Hein. Donc Mhm. eux, leur optique, c'est pas d'étendre au maximum l'empreinte la taille de leur programme d'affiliation, c'est de pouvoir avoir 15 partenaires premium avec des relations directes, des relations qui leur permettent de faire croître leur business de manière intelligente, intéressante, une grande proximité entre eux. Et c'est leur objectif. Et ça, ils peuvent tout à fait le faire chez TradeDoubler ou d'autres. Hein. Mhm. Très clair. En ce qui concerne les budgets, on a parlé effectivement donc au tout début de l'épisode des investissements publicitaires qui vont majoritairement vers les gros acteurs. Quelle est la situation aujourd'hui? Qu'est-ce que tu constates qu'est-ce que te disent les annonceurs en gros sur quand vous prévoyez les budgets pour leur programme d'affiliation sur les prochains mois, les prochaines années? Qu'est-ce que tu entends dans les conversations et qui t'interroge ou qui te dit tiens là il y a peut-être un truc qui est en train de se jouer. Bah, principalement, les budgets marketing, pas que affiliation, hein, mais les budgets marketing sont quand même très très dépendants du contexte quoi, hein, économique, Mhm. je veux dire, global. Donc là, c'est vrai quand même que depuis quelques, quelques années, la tendance est pas, on a connu de meilleures années, je veux dire, Mhm. c'est sûr, au niveau des budgets marketing publicitaires. Maintenant, là où l'affiliation et le marketing de partenariat tirent son épingle du jeu, c'est que dans ces temps qui sont d'un peu d'incertitude économique ou de difficultés économiques euh, liées à la crise ou liées
aux événements en Ukraine, à la guerre en Ukraine, etc. Donc c'est vrai que c'est pas rassurant sur la consommation et on sent bien que ça ralentit sur tous les indicateurs macroéconomiques, quoi. On le sait. Là où l'affiliation tire son épingle du jeu dans ces cas-là, c'est que comme c'est un levier héroïste qui va directement, dont le budget dépend directement du chiffre d'affaires qui aura été généré pour le marchand, c'est quand même encore vu, et c'est vrai que ça l'est toujours un peu comme une valeur refuge. C'est-à-dire, j'ai moins de risques de dépenser mon budget sans avoir de résultat avec l'affiliation qu'avec je dis n'importe quoi, avec une campagne télé ou une campagne radio, quoi, par exemple. Puisque là, je vais payer directement quand j'aurai eu du chiffre d'affaires et des ventes. Donc, on a souvent des reports, on va dire, de budget, où le budget se reventile plutôt vers l'affiliation dans ces temps un petit peu d'incertitude où les annonceurs font attention à leur budget. Et évidemment, se reventile comme il l'est d'habitude, lorsque la situation s'améliore. Maintenant, le marketing d'affiliation est en croissance depuis 25 ans, tous les ans, de façon constante. Il n'y a pas eu une année où le marketing d'affiliation a fait moins bien que l'année d'avant. Ça suit la tendance du e-commerce, hein, tout simplement. Donc le nombre d'internautes le nombre de Français qui ont accès à Internet grandit d'année en année. Le nombre d'internautes qui font leurs achats en ligne grandit d'année en année. Le nombre d'achats grandit d'année en année, donc le nombre de marques sur Internet grandit. Donc bon, le marketing d'affiliation a de très 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 beaux jours encore devant lui, hein. Mais c'est vrai que sur cette partie, cet aspect valeur refuge a toujours été là sur le marketing d'affiliation, et je pense que c'est une très bonne chose pour les clients, puisque c'est vrai, quand on a de certitude, on a envie de savoir, de maîtriser son ROI, de maîtriser son coût d'acq et de savoir où on va, quoi. Intéressant. Et effectivement, cet aspect de valeur refuge, finalement, c'est très rassurant pour toutes les plateformes d'affiliation et pour tous ceux qui bossent pour des plateformes d'affiliation. Et en même temps, ça prouve que le concept et fonctionne, parce que très axé sur le retour sur investissement, effectivement. Exactement. Ouais. On a l'affiliation, c'est né, tu sais, avec Amazon, avec Jeff Bezos. J'ai en tête 1994 pour les premiers liens traqués, etc. Bon. Mais bon, en réalité, avant Internet, l'affiliation a toujours existé. Je veux dire, c'est du commissionnement, donc c'est de l'apporteur d'affaires. Donc ça, depuis que le commerce existe, les producteurs cherchent des intermédiaires pour les aider à vendre leurs produits. Donc le modèle a juste été adapté brillamment et transposé sur le web et à notre économie digitale et à l'e-commerce aujourd'hui. Mais bon, en réalité, c'est un métier vieux comme le monde, quoi. Alors là, on fait un constat positif de l'affiliation, mais tout à l'heure, tu disais quand même que ça avait toujours une mauvaise image, l'affiliation. Ouais, Auprès de je pense que c'est pas certains. exactement ça, mais pas loin. Ouais, excuse-moi, je t'ai. Enfin, tu m'as compris. Ça devait Je pas être pense loin, que. ouais. Ouais, non, mais tu disais que ça avait toujours, quand tu présentes l'affiliation aux annonceurs, parfois ça peut avoir peut-être une mauvaise image parce qu'il y a eu certains abus, etc. Est-ce que tu peux en dire un peu plus, ou peut-être Ouais, bien sûr. reformuler ton propos pour pas que je le Ouais. déforme à nouveau? Non, non, Désolé. non, c'est pas impossible que j'ai dit exactement ces mots-là en plus, hein. Non, non, effectivement, je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes à ce sujet-là. La première, c'est que au, au- à la création des premiers réseaux d'affiliation, le modèle qui était privilégié, enfin le modèle qui existait à ce moment-là, était un modèle black box, hein. C'est-à-dire qu'il y avait un réseau d'affiliation, il y avait beaucoup d'éditeurs qui postulaient, qui venaient dedans, qui venaient trouver des marques et puis qui relayaient, etc. Mais le modèle n'était pas transparent par nature, nativement, je veux dire, puisque c'était un réseau, quoi, un réseau, et les annonceurs n'avaient pas forcément accès à tous les éditeurs qui composaient ce réseau. Parfois, ils avaient même accès. Donc petit à petit, ça s'est ouvert assez rapidement. Assez rapidement, à la demande marché a fait que les différents acteurs ont ouvert l'espèce de boîte. Donc là, il y a une deuxième étape qui a été que les annonceurs ont pu voir
quels éditeurs relayaient leur programme d'affiliation, mais ne savaient pas qui c'était. Il y a eu une troisième étape qui a été pour les acteurs d'affiliation, les plateformes, d'expliquer, de catégoriser, oui, de faire de l'information sur qu'est-ce qu'un comparateur de prix, qu'est-ce qu'un guide d'achat, qu'est-ce qu'un cashbacker, qu'est-ce qu'un code promo, qu'est-ce qu'un un club de fidélité, qu'est-ce qu'un emailer, etc., etc. Donc là, on est passé par une phase d'information, d'évangélisation et de transparence sur tous les leviers. Et aujourd'hui, je pense que 100% des réseaux, je me trompe peut-être, mais je crois que 100% des réseaux et des acteurs affiliation sont sur ce modèle transparent, ouvert, où les annonceurs peuvent, via des messageries instantanées, parler directement aux éditeurs. C'est en tout cas comme ça chez TradeDoubler, ou avoir accès, comme sur Tinder, au profil de l'éditeur, et l'éditeur peut avoir accès au profil de l'annonceur. Donc, ce besoin de transparence a été traduit dans les principales plateformes d'affiliation pour correspondre à cette demande des annonceurs. Et donc, nécessairement, quand on ouvre le moteur et que quand tout est transparent, forcément, on voit tout. Donc, c'est là qu'on voit également certains éditeurs qui, du jour au lendemain, passent de la 50e position à la première position en termes de chiffre d'affaires généré, ou des volumes de clics qui explosent en une nuit. Donc tout ça, ce sont des comportements, on va dire, qui peuvent être frauduleux, mais qui parfois ne le sont pas. Enfin, il y a parfois des problématiques techniques qui engendrent un petit peu les mêmes effets. Donc les acteurs d'affiliation, les plateformes, se sont dotés depuis maintenant des années d'équipes de surveillance, d'outils de surveillance, de monitoring de leur réseau, de l'activité de chaque clic, de chaque éditeur, etc. Et ça reste néanmoins un travail colossal à réaliser, qui ne sera jamais 100% sécure. Je pense que ça, c'est quelque chose, il faut vraiment être clair avec ça. Hein. C'est toujours le jeu du chat et de la souris. C'est toujours, il y a toujours des petits malins qui arrivent à trouver les failles, soit dans les plateformes, soit chez les annonceurs, pour faire plus de commandes, les annuler après. Enfin, bon, il peut se passer plein de choses, hein, c'est sûr. La réalité, c'est quand même qu'aujourd'hui, les réseaux sont extrêmement surveillés, monitorés, contrôlés par les différentes plateformes d'affiliation, et que dès qu'il y a des comportements suspects qui sont détectés, il y a toute une batterie en fait de mesures qui sont mises en place pour aller vérifier, checker et éventuellement corriger les problèmes. Ensuite, il y a toutes les politiques internes des plateformes par rapport au comportement attendu des éditeurs, mais aussi des annonceurs, qui les conduisent à parfois fermer leur réseau à certains annonceurs ou certains éditeurs qui respecteraient pas les règles dictées par le réseau, quoi. Très clair. Donc c'est vrai que tout ce travail et puis tout cet historique en fait, hein, qui est extrêmement lié aussi au nombre d'éditeurs et à l'éventail infini presque de typologies d'éditeurs qu'on peut retrouver dans les réseaux d'affiliation. C'est vraiment ce qui fait la force du levier, hein, c'est qu'aujourd'hui un annonceur peut toucher des dizaines de typologies, peut faire du test and learn sans risque parce que c'est à la performance via ces plateformes d'affiliation, ce qu'il peut pas faire ailleurs dans son mix marketing, quoi. Donc c'est vraiment la grande force du marketing d'affiliation. Et c'est également sa faiblesse, puisque à avoir des centaines, des milliers, des dizaines de milliers d'éditeurs sur une plateforme, et ben c'est autant de trafic à monitorer, autant de KPI à surveiller, et c'est énorme. On peut reboucler avec l'IA qui aujourd'hui aide énormément les réseaux à pouvoir automatiser de la surveillance, notamment sur du contenu maintenant, puisque on parlait du content to commerce. Bon, surveiller des bannières, c'est plutôt facile. Surveiller du contenu qui est produit, où il y a beaucoup de mots, beaucoup de phrases, etc., c'est beaucoup plus compliqué. Donc aujourd'hui, il y a des outils automatisés qui vont aider en fait les plateformes et les réseaux à contrôler le contenu produit par des éditeurs et créateurs de contenu. Quand tu parles de contrôle du contenu, c'est-à-dire vous refusez de travailler avec des éditeurs qui vont par exemple juste faire
des articles générés par IA? C'est ça que tu entends? Non, 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 je parlais pas de ça. Là, je parlais plutôt du fait que sur des mises en avant de certaines marques dans du contenu créé par des éditeurs, le fait de surveiller en fait ce contenu est beaucoup plus compliqué que de surveiller une bannière parce qu'il faut lire tout le texte, quoi, typiquement, Ah, d'accord. Ok, basiquement. Ouais. compris. Et que donc sur ce travail en fait de lecture en profondeur des articles ou du contenu produit, les outils d'IA aident les réseaux Intéressant. à faire la surveillance, quoi. Très bien, compris. Quelles sont justement, tu parlais des typologies d'éditeurs. Il y en a beaucoup, mais finalement, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu ces 10 dernières années beaucoup d'évolution sur beaucoup d'innovation, pardon, sur ceux qui vont vraiment générer des chiffres intéressants, des performances intéressantes pour les annonceurs. Je parle des cashbacks et des sites code promo qui étaient là il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans. Aujourd'hui, c'est toujours, je pense, et tu peux me corriger si j'ai faux, mais je pense que c'est toujours les tops éditeurs aujourd'hui, ce sont plutôt majoritairement des codes promo ou des cashbacks. Oui, bien sûr. Alors, ça va dépendre des programmes d'affiliation et des marques, notamment parce que certaines marques ne font pas de promo, donc Mhm. n'utilisent pas de sites de bons de réduction, par exemple. Donc ça, c'est plutôt lié aux politiques commerciales des clients. Mais effectivement, hein, les typologies qu'on peut appeler promophiles, hein, qui vont mettre en avant, on va dire, de la promotion ou comme le cashback, le fait donc de redonner de l'argent suite à un achat par un internaute, sont évidemment des typologies qui sont et qui seront toujours prépondérantes dans le mix affiliation. Pour la simple et bonne raison que l'affiliation valorise et est mesurée sur sa capacité à générer du chiffre d'affaires. Et ces éditeurs, leur métier, c'est de convertir des prospects en clients. Donc en Mhm. offrant par le biais des réductions hein, ou d'autres rewards ou loyalty ou fidélité, etc. Donc eux, de toute façon, leur métier, c'est d'optimiser la fin du tunnel de transformation. Donc ils seront toujours là. Je veux dire, c'est même le concept même de l'affiliation. Hein. Ce qui s'est passé ces 25 dernières années, c'est que petit à petit, sous la pression sous la demande d'annonceurs et sous l'intérêt des plateformes d'affiliation, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir 200 000 éditeurs que d'en avoir 40. Euh, euh, tous les réseaux se sont attachés à venir couvrir l'ensemble du tunnel de transformation ou du parcours d'achat plutôt, l'ensemble du parcours d'achat de l'internaute. Donc, nous, on est parti du bas, puisqu'en affiliation, on était très près de la vente, peut-être 30 secondes avant la vente, par le biais des acteurs de code promo et de Mhm. cashback. Et puis petit à petit, on est remonté. On est remonté sur des guides d'achat, on est remonté sur des éditeurs de contenu, on est remonté sur des influenceurs, on est remonté, etc., etc. Donc aujourd'hui, et c'est ce qui est beau, hein, et moi c'est ce qui est passionnant hein, je trouve dans le marketing d'affiliation, c'est que un annonceur va pouvoir travailler l'ensemble du parcours d'achat de son prospect depuis la prise d'information sur des sites de contenu jusqu'à des transformateurs finaux qui vont justement accélérer la transformation, comme le cashback ou les sites de code de réduction, qui ne sont pas simplement là pour redonner une partie de l'argent dépensé par l'internaute à l'internaute ou pour faire un moins 15%, donner un code à moins 15% pour l'internaute. En fait, ces acteurs-là, ils peuvent être aussi travaillés, et ils sont travaillés comme ça, notamment chez TradeDoubler, pour augmenter les paniers par le biais d'un code de réduction, par exemple, mais qui s'appliquerait que à partir de 200 euros d'achat, donc bien plus élevé que le panier moyen de l'annonceur. Donc, avec un objectif de créer une valeur supplémentaire. Idem côté des acteurs du cashback, où il ne s'agit pas juste de redonner une partie, mais il s'agit de travailler les mises en avant des différentes marques à l'intérieur même des sites de cashback pour les présenter différemment à la communauté de Mhm. membres, faire passer de l'information sur ces différentes marques. Enfin, tout ça, tout ce travail-là, il va viser, il va venir soutenir des objectifs particuliers pour l'annonceur. Mais effectivement, il faut le travailler, et il faut l'avoir en tête, il faut le savoir qu'on peut faire ça. C'est pas juste, on va dire, des éditeurs qui forcément sont là parce que forcément ils
ils offrent des promos à leurs internautes. Non, Mhm. ils font un travail exceptionnel de fédération d'une communauté, d'animation d'une communauté de gens qui achètent. Donc c'est quand même ce que nos annonceurs viennent chercher. Ils viennent chercher des gens qui achètent. Ou alors, pour les couponneurs, des stratégies et des techniques pour augmenter les paniers moyens, faire venir des nouveaux clients, orienter des clients plutôt vers telle catégorie de produits pour un lancement de catégorie ou un lancement de produit chez un marchand. Donc il y a énormément de stratégies intelligentes qui sont mises en place par ces acteurs. Donc pour conclure et répondre précisément à cette question, les cashbackers, les couponneurs sont toujours là, évidemment, et tant mieux. Et je pense qu'il y a encore beaucoup à faire et de plus en plus d'internautes qui font appel en plus aux services de cashback et de code de réduction. Le milieu s'est beaucoup professionnalisé. On a fait également beaucoup au sein du CPA, donc le collectif pour les acteurs du digital, le syndicat de la profession, pour mettre en place des chartes de bonne conduite au niveau de l'affiliation, à la fois pour les sites de bonne réduction, parce que on a pu se dire à un moment donné que c'était un petit peu la jungle avec des codes qui se baladaient partout, des codes expirés, etc. Donc là, il y a eu un énorme travail qui a été fait de la part des acteurs pour réguler tout ça. Idem côté cashback. Et donc aujourd'hui, on a vraiment des leviers qui sont extrêmement professionnels et qui viennent soutenir des stratégies fines d'acquisition pour les clients. Ensuite, si on remonte, on a donc des nouveaux acteurs aussi qui sont arrivés quand même. Maintenant il y a quelques années, mais on a les CSS notamment qui sont arrivés, les comparateurs qui utilisent Google Shopping et qui ont fait une percée très importante puisque tout comme les cashbackers ou les codes promos, ce sont des acteurs qui se situent très proches du moment de la transformation par l'internaute puisqu'ils comparent les prix. Donc un internaute qui va chercher un produit spécifique va très rapidement tomber sur le visuel sur Shopping de Google ou de Bing pour ensuite se retrouver dans le tunnel d'achat. Et eux, ils ont pris une part quand même assez importante du mix affiliation. Donc ça, c'est typiquement, tu vois, un nouveau levier qui est arrivé il y a pas très longtemps et qui rapidement a pris une place assez importante. Et puis tu citais le cas du content to commerce qui a pris aussi quand même pas mal de parts de voix dans le mix affiliation, malgré tout. Il y a beaucoup de trafic sur les sites de médias, donc qui dit beaucoup de trafic, dit beaucoup d'opportunités de vendre des produits ou de mettre en avant des marques. Donc ça reste quand même un levier qui est très performant aussi et qui est plutôt récent, on va dire. Mais au regard d'une industrie qui a 25 ans, un levier qui est arrivé il y a 4 ans, on considère que c'est un nouveau levier. Très clair. Et tu as super bien défendu les sites de code promo et de cashback. Ouais, mais Qui ont pas que des amis dans l'industrie de l'affiliation. bah Les non, autres je sais éditeurs bien, sont un mais peu jaloux parfois, enfin pas jaloux, mais voilà, c'est la petite guéguerre. Mais tu l'as bien défendu, surtout sur l'aspect, ils arrivent à fédérer une communauté. Et c'est vrai que vu de cet angle-là, ouais, ça a du sens. Mais c'est vrai que bon, il y a toujours un peu la petite guéguerre entre les affiliés qui se disent ouais, mais les couponneurs ils sont là, ils prennent, nous on a généré l'intérêt, on a généré la notoriété de la marque et derrière ils prennent la commission juste parce qu'ils ont le code promo. Mais bon après il y a toutes des et dynamiques d'attribution également. exactement, Ouais. j'allais te dire, et ils ont raison. Maintenant, Mhm. les réseaux d'affiliation ont quand même euh, beaucoup accompagné en fait ces éditeurs qui étaient plus haut dans le tunnel, soit en proposant des rémunérations hybrides, donc qui gardent quand même du CPA, de la pure perf, mais qui peuvent remonter aussi sur du CPC, Mhm. parfois sur des frais fixes, pour avoir par exemple des encarts ou du contenu chez certains éditeurs. Il y a les logiques aussi j'ai perdu les mots, d'attribution, donc, comme tu le disais, donc, qui permettent aussi de jouer avec les priorisations Mhm. de certains éditeurs, etc. Maintenant, chaque éditeur sur son terrain, on va dire, a son intérêt et doit être rémunéré en fonction de ce qu'il apporte, de la valeur qu'il apporte à l'annonceur. Et l'annonceur, en fonction de ses objectifs, il va décider d'activer ou de pas activer certaines typologies d'éditeurs parce que ça correspond pas à ses objectifs. Certains sont vraiment focus bas de tunnel. Ouais, effectivement, ils vont pas avoir
tendance à activer des éditeurs haut de tunnel avec des modèles de rémunération mixte. Et eux, ils vont plutôt vraiment se concentrer sur le bas de tunnel et puis le plus héroïste possible. Maintenant, il y a énormément d'annonceurs qui visent justement à travailler l'entièreté du parcours du user journey en se disant que mieux l'internaute est informé au départ, mieux il transformera à la fin. Bien sûr. Et c'est là qu'on arrive dans des stratégies qui sont extrêmement intéressantes, et pour l'annonceur, et pour les éditeurs, et pour nous au milieu qui sortons un petit peu des traditionnels parcours fin de tunnel, quoi. Très intéressant. Effectivement, l'attribution, ça pourrait peut-être faire le sujet ou l'objet d'un épisode entier, tellement le sujet est intéressant et parfois complexe à mettre en place. Mais bon, ça sera pour un prochain épisode éventuellement. Je te propose de passer aux questions de fin, si tu as encore 5 Bien minutes. sûr, oui, bien sûr. Ok, top. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a un outil ou un service que tu rêves d'avoir là pour gérer ton boulot qui n'existe pas encore? En fait, moi, mon principe, mon, la principale chose dont on a besoin, en fait, pour bien travailler, c'est du temps. Donc, Mhm. donc tous les outils qui nous font gagner du temps sont les bienvenus. Voilà. D'accord. Notre objectif, c'est vraiment de pouvoir donner le maximum de jus de cerveau, de réflexion sur les programmes d'affiliation des marques qu'on accompagne, parce que on sait que c'est comme ça qu'on crée des partenariats qui sont efficaces, performants pour les marques bien sûr, mais aussi pour les éditeurs. Mais pour faire ça, il faut passer du temps en fait. Il faut accepter Bien sûr. de passer du temps et de réfléchir. Donc tous les outils qui peuvent nous faire gagner du temps sont honnêtement. On est quand même déjà bien équipé hein, avec évidemment le télétravail qui joue quand même beaucoup puisque on économise quand même pas mal de temps de transport. Tous les outils d'automatisation, les messageries instantanées, les outils collaboratifs, etc. On optimise et on gagne du temps. Et c'est vrai que s'il y avait un outil magique qui pouvait me donner 15-20% de temps en plus, ça serait parfait. Mhm. Tu connais? Quels T'en sont... as un? Eh non, malheureusement. Le café peut-être, mais c'est juste pour prolonger la journée. Quelles sont justement tes tâches les plus chronophages aujourd'hui dans ta journée type, si journée type existe? Bon, moi, j'ai pas vraiment de journée type, non, parce que je peux aussi bien faire des contrats un jour que des rendez-vous un autre jour, voir des éditeurs un jour, ou voir des annonceurs un autre jour. Enfin, ça change quand même beaucoup. Bon, c'est pour ça que moi, mon principal besoin, c'est du temps. Après, Mhm. au niveau plus opérationnel, je pense que ce dont on rêve côté account management, c'est évidemment une aide technologique, on va dire, hein, qui va venir mouliner en fait de la data de façon vraiment encore plus puissante que ce qui peut être fait aujourd'hui, pour pouvoir aider à la production de recommandations, à la détection de nouvelles opportunités business, à la fois dans le réseau d'éditeurs, mais aussi à l'extérieur du réseau d'éditeurs. Hmm. Euh, voilà, donc tout ce qui peut permettre d'améliorer en fait la détection d'opportunités business, ça c'est vraiment quelque chose qui serait super. Aujourd'hui, c'est un travail manuel d'aller chercher des nouveaux publishers, d'aller découvrir quelles seront les prochaines tendances, les différentes typologies. Ouais. Beaucoup. Alors, il y a des outils hein, qui existent Mhm. hein, pour faire de la découverte de réseau, hein, typiquement, ça existe. Euh, mais, donc ça marche très bien pour les programmes d'affiliation d'une certaine taille, on va dire. Après, dès que tu veux rentrer dans de la niche, dès que tu veux rentrer sur des éditeurs un peu spécifiques qui seraient à la fois thématiques, à la fois niche, à la fois bien placés dans Google, donc qui peuvent avoir du trafic et donc qui peuvent le monétiser. Ça prend du temps, d'une part, de les trouver. Ça prend du temps, d'autre part, de les contacter, Mhm. de rentrer en contact avec eux. Et bien souvent, ça prend du temps de leur expliquer ce qu'on fait, le modèle de l'affiliation, et de les motiver à nous rejoindre, et ensuite de relayer les programmes
les programmes de nos marques. Donc ça, oui, ça c'est, si tu veux, c'est une très grosse partie du temps en fait des équipes qui passent sur la détection de nouveaux publishers Mhm. euh, et pour lesquels des outils beaucoup plus automatisés et pas hors de prix, hein, parce qu'il existe des outils, hein, mais aujourd'hui très très chers, seraient d'une grande aide, quoi. Ok, très bien. C'est un sujet qui m'intéresse particulièrement et j'ai parlé effectivement à certains outils Mhm. de Publisher Discovery, etc. Mhm. Et c'est vrai que les prix peuvent rapidement faire peur par Mais ça rapport se à la... comprend, hein. Ouais. Ça se comprend, hein, parce que le gain de temps peut être colossal. Donc, Mm. je peux comprendre, hein, que les tarifs soient élevés, hein, de ces solutions-là. Euh, voilà, maintenant, elles sont pas très très vieilles non plus, ces solutions, et il va forcément y avoir de la compétition qui va arriver aussi à leur niveau, et peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir quelqu'un qui va disrupter un petit peu euh, ce marché Mhm. et arriver avec une solution plus simple, plus, plus abordable, etc., Mhm. quoi. Intéressant. En attendant, on fait le travail, on fait une grosse partie de ce travail à la main. Mais cela dit, tu sais, ça fait aussi partie des petits plaisirs de ce boulot-là, hein, parce que du Mm. coup, on rentre en contact avec des gens et quelque part, nous, on est des équipes. Tous les gens qui travaillent dans le marketing à la perf ce sont des gens qui adorent les contacts humains parce que leur métier, c'est de nouer des partenariats entre des gens. Donc, Ouais, bien sûr. C'est là où c'est vrai que le business d'account manager ou qui va ouais, le gestionnaire de partenariat de partenaire pardon qui va contacter son partenaire le mieux parfois c'est de prendre son téléphone ou même un rendez-vous en physique, etc. Donc c'est là où ah on se oui, dit il y a un peu une dichotomie, mais finalement c'est ça qui fait que le métier est super intéressant, de ah oui. découvrir les besoins. On parle beaucoup des besoins des annonceurs, mais découvrir les besoins des éditeurs également, c'est une grosse partie du taf des plateformes d'affiliation et comment y répondre, c'est super intéressant. C'est souvent comme ça qu'on arrive à développer, qu'on arrive aussi à faire changer les mentalités côté annonceur. Ouais. En remontant en fait les problématiques éditeurs, Hum, et qu'on arrive à améliorer du coup en profondeur, soit des pratiques, soit des façons de travailler. Non, non, le dialogue est indispensable, la relation est indispensable. noté. Prochaine question. Quelles sont les tendances du marketing d'affiliation qui te stimulent le plus ou qui stimulent le plus tes équipes en ce moment? Quels sont les sujets chauds? Là, là, présentement, là, ce qui nous occupe, c'est le Black Friday, hein. Bon, Ok. parce que parce qu'il va arriver vite, donc enfin, il arrive vite là, donc on est en plein dans les préparatifs, etc. Mhm. Donc ça vraiment c'est le gros sujet du moment. Euh, Ensuite, dans les tendances de fond, on en a parlé au début du podcast, mais c'est vraiment l'internalisation par les marques Mhm. d'une partie, enfin de toute ou partie des programmes d'affiliation, pour pouvoir proposer des expériences brandées à leurs partenaires, avoir la maîtrise complète de leur réseau, à pouvoir nouer des relations vraiment privilégiées et puis aussi payer un petit peu moins cher en se passant du service, en ne payant pas le service qu'ils payent aujourd'hui au réseau. Donc ça, c'est vraiment une tendance de fond qui s'accélère. C'est ce nous, c'est ce qu'on observe. L'internationalisation, c'est quelque chose qui a commencé aussi il y a quand même quelques années, mais qui continue, qui ne s'essouffle pas en fait, hein. On a toujours des marques qui continuent à s'étendre en fait, hein, sur les différents marchés européens. Et ça, c'est quelque chose qu'on adore faire, Mhm. parce que c'est une marque peut être très bien installée sur tel marché, quasiment inconnue sur un autre, et donc pour nous, c'est comme presque comme repartir de zéro sur un nouveau marché. Il faut réévangéliser le marché, convaincre des éditeurs, trouver des Mhm. partenariats. Donc c'est quelque chose qu'on adore faire aussi. Ça, c'est aussi une autre tendance. Le direct to consumer, on l'a balayé tout à l'heure, ça continue, hein, ça ne s'arrête pas. Et ça, c'est une super tendance parce qu'il y a quand même de très très bons résultats, il faut le dire, sur les programmes d'affiliation de constructeurs ou de marques propres. Euh, c'est, euh, ça a pris du temps parce qu'on peut quand même Mhm. s'étonner qu'en 2024, on ait encore des constructeurs qui aient des sites qui ne soient toujours pas marchands.
Il y en a encore beaucoup. Donc, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de potentiel sur l'affiliation. Donc, il y a vraisemblablement beaucoup de marques encore directes qui arriveront dans les prochaines années sur les marchés et qui peuvent complètement chambouler le paysage en fait bien installé des programmes d'affiliation en France. Euh, et ça, moi, j'incite vraiment toutes les marques constructeurs, marques propres à franchir le pas et à se lancer dans l'e-commerce, hein, s'ils sont toujours pas de page de site marchand. Et au-delà de l'e-commerce, après, d'aller essayer l'affiliation parce que Mhm. il y a vraiment de très, très bons résultats sur quasiment tous les direct-to-consumer qui ont été lancés ces dernières années. Euh, L'internaute, enfin, il y a une relation de confiance immédiate puisque l'internaute fait tout de suite confiance à la marque quand elle parle de ses produits. Le niveau d'information est souvent plus profond. Le catalogue produit est souvent plus à jour. Enfin voilà, l'expérience d'achat est aussi bien souvent plus simple. Donc c'est autant de raisons qui font que les marques qui se lancent en direct peuvent attendre vraiment des bonnes performances du levier. Très clair. Au contraire de la question précédente, quelles sont les choses qui t'inquiètent ou qui t'interrogent le plus en ce moment dans le domaine de l'affiliation? Écoute, moi j'ai toujours alors, c'est une inquiétude slash une lassitude, mais bon, j'ai toujours on a toujours nous cette espèce d'un peu d'épée de Damoclès euh, que vont-ils faire avec les cookies, pas les cookies, enfin, est-ce qu'il va falloir s'adapter encore en 2 mois sur un nouveau tracking, Hmm, sur des nouvelles réglementations ou des nouvelles contraintes, etc. C'est vrai que ça, c'est quand même des choses qui sont toujours un petit peu pénibles parce que ça nécessite souvent des développements rapides. Donc, il faut mobiliser les équipes rapidement, mettre à jour du tracking. Parfois, il faut updater le tracking chez les annonceurs. Donc, ça veut dire des réimplémentations. hmm. Chez certains d'entre eux, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Donc, ça, c'est vrai que c'est toujours un petit peu ouais, l'épée de Damoclès, hein. Enfin, après, ça sera pas critique, et puis de toute façon, on s'adaptera, hein, Bien comme le sûr. marché s'est toujours adapté. Mais bon, c'est vrai que c'est le truc qu'on regarde, qu'on a toujours dans un coin de notre tête et qu'on surveille toujours, qu'on surveille en permanence, quoi, hein, pour pouvoir réagir le plus vite possible. Très bien. Quel est selon toi le futur des médias digitaux? Question un peu casse-gueule de prédire l'avenir, mais Ouais, je te lance sur le sujet quand même. écoute, franchement, je pense pas vraiment être vraiment le mieux placé pour parler en dehors du scope affiliation, mais une tendance très claire au niveau utilisation, hein, des nouvelles, enfin, des nouvelles utilisations d'Internet. Bon, c'est principalement drivé par la Gen Z, mais euh, tout, en fait, la recherche change. Tu vois, Mhm. le mode de recherche change. Et le mode de recherche qui change soit par le vocal, en fait, soit par l'utilisation vocale pour faire de la recherche, soit par l'utilisation de l'IA qui a modifié en un an, enfin en 12 mois, a complètement modifié le volume de recherche sur les moteurs de recherche traditionnels qui eux-mêmes se sont dotés de briques d'IA, mais qui marchent pas aussi bien que l'IA principale, etc. Bon, bref, en fait, tous ces nouvelles façons en fait de rechercher sur le web, combinées aux recherches vocales, combinées au changement de device progressif, mais qui va fatalement s'accélérer vers le device mobile. Moi, je pense que c'est ça vraiment qui change le fond en fait d'Internet, parce que ça change. Quand cet usage change, il a pour conséquence en fait de provoquer des, des tsunamis côté éditeur. Hmm. C'est-à-dire que l'acquisition de trafic côté éditeur ne se fait plus pareil. Le référencement côté éditeur ne se fait plus pareil. Donc il y a des nouvelles problématiques qui émergent. C'est comment moi, en tant qu'éditeur, je peux toujours être consulté et visible par les internautes sur des recherches spécifiques dont j'ai besoin moi pour faire mon business affiliation. Et ça change énorme, ça peut changer énormément le paysage affiliation. Voilà. Et donc Intéressant. ça va, j'ai réduit hein, sur le scope affil. Oh, Désolé, hein, parfait. ça va pas sur tous les médias parce que j'ai pas plus d'infos que ça. Non, mais c'est très intéressant, effectivement, de repartir de la recherche pour analyser et pour répondre à cette question. C'est bien vu.
Quel est le média ou le groupe média qui t'inspire le plus? Et pour pas faire de jaloux, tu peux aller à l'international si tu veux, peut-être, parce que tu travailles avec beaucoup de médias, donc si tu veux pas citer de nom en France. Non, écoute, bah non, c'est plus intéressant de faire ça sur la France. Écoute, moi, il y a euh, sur mon secteur de l'affiliation, il y a le groupe dont tu parlais tout à l'heure de Frandroid qui est quand même hyper dynamique, Hmm. qui sont des gens hyper experts, hyper sympathiques et extrêmement professionnels, donc qui éditent en plus des sites de grande qualité et qui sont complètement fondus en fait dans le modèle de marketing d'acquisition à la perf, etc. Donc c'est vraiment je trouve des gens qui ont fait et qui continuent à faire un boulot extraordinaire. Euh, Après, sur une autre dimension, évidemment, il y a le groupe Reworld Media dont je peux parler, qui sont actionnaires de Trade Doubler, je préfère le dire, mais qui au demeurant, ont une activité digitale qui est absolument fascinante parce que, alors, il y a toute cette partie thématique où évidemment ils ont plus de 80 marques, donc Hmm. ils peuvent aller toucher via les réseaux sociaux, via des push notifications, via des newsletters, etc. Je crois que c'est 7 Français sur 10 ou plus de 7 Français sur 10, donc l'audience est colossale. Donc il y a énormément de choses qui sont travaillées avec le groupe Reward, notamment en matière de content to commerce. Mais ça va en réalité bien au-delà, puisque c'est un groupe média qui fait également en fait office un peu de laboratoire digital, puisqu'ils Hmm. ils font l'acquisition ou ils développent des technologies, des nouvelles technologies dans le retail média avec l'acquisition de Traeger, par exemple, il n'y a pas très longtemps. Ils ont des activités de lead génération avec Leads Lab. Ils ont des activités ça va jusqu'au télémarketing, crocheté à du digital. Euh, Ils ont des marques comme Marmiton, les numériques, etc. Donc Hmm. c'est un groupe qui est extrêmement dynamique et je trouve visionnaire sur la partie digitale et voilà qui offre des opportunités en fait pour soit des marchands qui cherchent du ROI à la perf, soit des marques qui cherchent de la notoriété ou du thématique ou des audiences plus ciblées. Ça offre des opportunités extraordinaires. Hmm. Un groupe effectivement très inspirant, Reward. Je suis assez épaté de voir à quel point ils sont. C'est un géant du web et en même temps très agile. Très très agile, ouais. Ouais, Mm. il bouge, il s'adapte très rapidement et il saute sur les dernières tendances pour les tester. Ils y vont, ouais, ils ont pas peur. Donc on les salue. Et j'ai reçu Jérémy Parola dans l'un des tout premiers épisodes Oui. du podcast. Et effectivement, il y a plein de business à côté qu'il lance, même sur de la création de contenu pour les marques ou la création de contenu externalisé. Enfin, c'est un groupe, ouais, c'est un groupe vraiment immense. Ah ouais, c'est fabuleux. Quel est et bon, déjà première question, je reformule. Est-ce que tu aimerais lancer un média toi-même? Est-ce que ça t'est déjà Non, non, non. Moi, je suis vraiment du côté. Moi, je suis vraiment du côté service. Et je suis vraiment du côté partenariat. Enfin, vraiment, ce qui m'anime et ce qui m'a toujours animé, c'est comprendre des besoins, comprendre des problématiques et y répondre. Donc, que ce soit côté d'accord. éditeur, côté annonceur, côté agence, enfin, c'est vraiment ce qui me plaît. C'est là-dedans que je m'épanouis. Mhm. En plus, très honnêtement, j'ai aucune compétence de rédaction de contenu je ne saurais même pas de quoi parler. Ok, Tu sais, je pourrais faire un podcast affiliation. voilà. Mais la place est prise, donc c'est Il peut-être y en ça a plus déjà tard. pas mal et je vois que même certaines plateformes d'affiliation lancent leur propre podcast maintenant mais je trouve que c'est fantastique parce que plus il y a Mm. d'informations, plus le secteur va évoluer et c'est un secteur qui finalement même entre concurrents, j'ai l'impression qu'il y a quand même il y a pas de guéguerre, on partage quand même facilement des infos, alors pas sur les stratégies, les derniers développements, etc. Mais c'est un secteur qui est assez quand même ouais dans le partage. On trouve beaucoup d'informations, on peut facilement parler aux différentes personnes, même avec le CPR. Hein, tu citais le collectif. Alors, Pour j'oublie les acteurs du toujours. digital.
Merci. Qui est super, et d'ailleurs qui ont un collège retail, un collège aussi, une partie sur le content commerce avec Clément, toujours lui, d'Humanoid. Tu en faisais partie, tu en fais encore également, tu es également membre à Oui, présent? alors cette année un petit peu moins parce que je suis arrivé donc en début d'année hein, chez Trade Doubler, mais je suis toujours oui au conseil d'administration D'accord. du CPA. Ouais. Donc c'est vrai qu'au travers de cette instance professionnelle, on a des relations quand même privilégiées entre confrères en fait de la Mhm. profession. C'est vrai qu'on est quand même un marché sur lequel il n'y a pas non plus des milliards ou des centaines d'acteurs. Hein. On est quand même une dizaine, une grosse dizaine de réseaux d'affiliation. Donc on se connaît, on Mhm. se respecte beaucoup et on essaye de faire progresser l'industrie dans son ensemble, Bien sûr. ensemble. Voilà. Euh, parce qu'il y a des challenges, hein, on les a énumérés tout au long du podcast, mais il y a des challenges, il y a des opportunités et on sait que c'est à un certain niveau ensemble qu'on fait grandir l'industrie, quoi. Très clair. Est-ce que vous cherchez des partenaires en ce moment chez Trade de Bleu? Est-ce que vous avez des recrutements en cours? Quelle est votre actualité? Alors, on n'a plus de recrutement en cours, mais il y en a eu beaucoup les derniers mois. Là, c'est terminé. En revanche, des partenaires, on en cherche tout le temps. Donc, Mhm. des partenaires éditeurs, de nouveaux éditeurs, de nouvelles technos, des annonceurs qui souhaiteraient se lancer, qui souhaiteraient internaliser leur programme d'affiliation, enfin, des consultants, des Mhm. agences. Très clair. On est tout le temps à la recherche de nouveaux partenaires pour augmenter le nombre de connexions entre nos partenaires existants. Et le meilleur moyen de te contacter? LinkedIn ou le site internet tradedoubler.com Mhm. normalement sur la page France. Et là, vous avez tous les contacts de l'équipe, les commerciaux, les account managers, enfin tout le monde, quoi. Les publishers. Mais Je mettrai sinon LinkedIn pour moi c'est parfait. Ok, bah, je mettrai c'est comme ça qu'on s'est contacté Bah d'ailleurs. ouais, bah Donc ouais. ça marche. Je mettrai les liens en description du podcast. Ok. Bah écoute Nicolas, super. Je t'ai pris un peu plus de temps que prévu. J'espère que c'est toujours ok pour toi. Ouais, Euh, je te disais, hein, il me faut un truc qui me fait gagner du temps. exact. En tout cas, merci beaucoup de ta Merci à toi. participation, et puis c'était un super épisode parce qu'encore une fois, t'as vraiment une grande expertise du métier affiliation, point de vue plateforme, donc c'était top d'en apprendre plus, et je te souhaite une très bonne continuation chez Trade Doubler, et merci encore. Merci beaucoup. Merci, à À, bientôt. à bientôt, salut. Merci.